Merci, Monsieur le Président. Merci au modérateur et à Madame le professeur Benjeloun pour tous les efforts déployés pour l'organisation de cette journée et aussi pour ces efforts pour faire connaître à grande échelle cette spécialité. Merci à ceux qui sont ici et à ceux qui nous suivent en distanciel. Alors, pour ma part, je vais essayer de lever le voile sur certaines formes particulières de l'hypertension artérielle qu'on a appelées HTA dysautonomiques et qui sont des entités en fait que nous connaissons tous et que nous rencontrons dans notre pratique quotidienne. Pour introduire mon sujet, il m'a paru intéressant de dire quelques mots sur l'épidémiologie de l'hypertension artérielle, qui est un vrai fléau mondial. Et je rapporte ici quelques chiffres clés qui sont rapportés par l'OMS. Dans le monde, il y a 1,8 milliard de personnes entre 30 et 79 ans qui sont atteintes d'HTA, et les 2 tiers vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. On estime que 46% des adultes atteints d'HTA l'ignorent, et moins de 42% des adultes atteints d'HTA sont diagnostiqués et bénéficient d'un traitement. L'HTA est une des premières causes de décès prématurés dans le monde, et l'un des objectifs de l'OMS en matière de maladies non transmissibles est de réduire la prévalence de l'HTA de 33% entre 2010 et 2030. Pour le Maroc, on a estimé le pourcentage, la prévalence de l'HTA à 33%, selon l'enquête nationale 2017-2018. Cette enquête a été menée par le ministère de la Santé publique et en collaboration avec l'OMS sur les facteurs de risque communs des maladies non transmissibles. Et cette enquête a changé, si vous voulez, le paysage épidémiologique des maladies non transmissibles au Maroc, puisque le Maroc se retrouve ici, comme tous les autres pays, au niveau des premières causes de mortalité, on retrouve les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle, et le 3e facteur de mortalité au Maroc. Tout ça pour dire la gravité et l'ampleur de cette véritable épidémie et de l'intérêt qu'il y a à faire la lumière sur certaines formes particulières, parce que je pense que quand on dit qu'il y a des malades qui ne se savent pas hypertendus, ça sous-entend ces certaines formes dont on va parler, entre autres. Pour se rapprocher un peu plus de notre thématique, quelques rappels sur la physiopathologie de l'hypertension artérielle, et j'ai emprunté ce schéma à l'ESC, et on voit ici que l'hypertension artérielle est une maladie multifactorielle. Beaucoup de facteurs qui interviennent dans la physiopathologie. Nous avons des facteurs qui sont rénaux, des facteurs vasculaires, des facteurs neurologiques, en partie les dysautonomies, et aussi d'autres facteurs qui sont comportementaux, comme la façon de vivre, le mode alimentaire, la sédentarité, l'obésité. Il y a d'autres facteurs qui ont été intégrés, dont le stress, la pollution, les facteurs génétiques. Et donc, moi, je me propose de faire un petit zoom sur la physiopathologie du côté du système nerveux autonome et de voir quel est le rôle du système nerveux autonome dans la régulation de la pression artérielle. C'est très simple. On a un système nerveux sympathique et parasympathique. Pour simplifier les choses, le système nerveux sympathique augmente la tension artérielle par vasoconstriction artérielle et par activation des récepteurs alpha-1 des vaisseaux sanguins qui augmentent les résistances périphériques. Il augmente la fréquence cardiaque et la contractilité myocardique, ce qui est responsable d'une augmentation du débit cardiaque, et stimule le système rénine-angiotensinal d'ostérone par les récepteurs bêta-1 des cellules juxtaglomérulaires rénales, favorisant la rétention d'eau et de sodium. Le système nerveux parasympathique, quant à lui, diminue la tension artérielle via le ralentissement de la fréquence cardiaque et par un effet indirect sur le tonus vasculaire en favorisant la vasodilatation par réduction de l'activité sympathique. Les barorécepteurs localisés dans les sinus carotidiens et la crosse aortique détectent la variation de la pression artérielle et transmettent les informations
au centre vasomoteur dans le tronc cérébral. Une augmentation de la tension artérielle active les barorécepteurs, inhibant le système, le sympathique et stimulant le parasympathique. Une baisse de la tension artérielle désactive les barorécepteurs, favorisant l'activité sympathique, ce qui augmente la tension artérielle. Dans cette revue de la littérature qui a été publiée dans Circulation en 2014, les auteurs mettent en avant le rôle du système nerveux autonome dans l'hypertension artérielle essentielle, et ils démontrent que dans l'hypertension artérielle essentielle, il y a une intervention de l'hyperactivité sympathique, et ceci par l'intermédiaire d'un overdrive adrénergique qui est présent bien avant l'apparition de l'hypertension artérielle. Ils ont fait des études très intéressantes dans des familles d'hypertendus. Ils ont dosé la norépinéphrine dans le sang des gens de cette famille qui n'étaient pas encore hypertendus, et ils ont observé qu'il y avait déjà une augmentation de la norépinéphrine avant même l'apparition de l'hypertension artérielle. Ils démontrent aussi que cet overdrive adrénergique est exponentiel par rapport à la sévérité de l'hypertension artérielle, et qu'il a aussi un rôle dans l'apparition des complications et l'atteinte des organes cibles. Ça m'a paru très intéressant, d'autant plus qu'on peut imaginer que peut-être dans l'avenir, il y aurait des techniques de détection des gens qui sont prédisposés à faire de l'hypertension, et de rentrer dans cette ère de médecine préventive, donner un traitement préventif comme on le donne pour les autres maladies cardiovasculaires. Mais avant 2014, en 2009, l'équipe de Mme Benjelloun avait déjà publié dans les annales de cardiologie et d'angiologie les réponses sympathiques dans l'hypertension artérielle essentielle, et par des tests autonomiques de l'exploration du système nerveux autonome. Et la conclusion de cet article, c'était que dans l'HTA essentiel, la principale cause, c'était une hyperactivité sympathique. L'année 2024 a vu la sortie des nouvelles guidelines dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Dans ces guidelines, on trouve de tout, à partir du diagnostic, comment prendre la tension artérielle, comment évaluer, mais on trouve grosso modo deux grands groupes: l'hypertension artérielle essentielle et l'hypertension artérielle secondaire. Dans cette hypertension artérielle secondaire, on traite de l'hypertension artérielle rénovasculaire, de l'hypertension artérielle hormonale, mais on ne parle pas assez de certaines formes d'hypertension artérielle, comme l'hypertension orthostatique ou les hypertensions dysautonomiques que je me propose d'aborder. Et je pense que la principale cause que la sortie des guidelines doit être soutenue par des études cliniques solides, et il y a un grand manque d'études cliniques dans ce sous-groupe d'hypertension artérielle. L'équipe de Mme Benjelloun et ses nombreux collaborateurs que je veux citer, professeur Souad Aboudrar et professeur Mustafa Bqali, qui sont avec Mme Benjelloun depuis le début. Ils font beaucoup d'études sur ces formes particulières d'hypertension artérielle, et en essayant de mettre en exergue le rôle central du système nerveux autonome et l'apport de l'exploration du système nerveux autonome dans leur prise en charge thérapeutique. Et je vous ai mis dans cette slide quelques articles qui ont été publiés dans des revues de renommée internationale. Donc il y a un travail qui est fait en permanence, et je suis certaine qu'un de ces jours, on aura on pourra, si vous voulez, avoir des résultats probants dans la prise en charge de ce genre d'hypertension artérielle. Pour aborder les formes cliniques d'hypertension artérielle dysautonomique sont très nombreuses. On
peut citer l'HTA masqué, l'HTA nocturne, l'HTA orthostatique, les HTA qui sont fluctuantes, l'HTA du POTS, du diabétique, l'HTA de repos avec hypotension orthostatique qui va être traité par ma collègue professeure Myriam Habboub. Mais pour ma part, je vais aborder deux types d'hypertension artérielle dysautonomique parce que le temps ne nous permet pas de parler de toutes ces formes à travers deux cas cliniques. Mon premier cas clinique, c'est une jeune patiente de 49 ans qui est enseignante universitaire. Elle n'a pas d'antécédents pathologiques particuliers, elle n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire et qui se présente avec une symptomatologie faite d'accès de palpitations mal tolérées avec vertige et bouffées de chaleur. Elle a déjà vu des cardiologues, elle est de Fès, tous les bilans cardiologiques étaient normaux, elle a bénéficié d'un bilan biologique très très poussé, bilan hormonal, dosage des catécholamines, tout était normal et elle était un peu perdue. On lui a fait plusieurs haltères tensionnels et ce que j'ai surligné ici, on voit sur ce haltère qu'il est tout à fait normal. La charge diurne et nocturne est normale. Donc, l'hypertension artérielle a été complètement écartée. Et pourtant, au cours du test d'exploration du système nerveux autonome, lors du deep breathing qui explore le vague, on remarque que la réponse vagale est un petit peu diminuée à 25%. Le test de Hand-Grip montre également une réponse vagale qui est juste limite, mais une hyperactivité sympathique périphérique avec au cours de ce test qui est très simple, une augmentation de la tension artérielle de 123,81 à 171 sur 106 mm de mercure. Le stress mental montre une réponse alpha-sympathique élevée et une réponse bêta-sympathique centrale élevée, avec notamment au niveau de la tension artérielle une augmentation de 125,74 à 150,96 mm de mercure. Mais au cours du test orthostatique, la réponse vagale est faible, mais dès la levée et l'orthostatisme, on voit une ascension progressive de la tension artérielle de 125 à 69 à 138,91, puis une augmentation à 151,89, 150,94, ce qui exprime une hypertension orthostatique et surtout que la patiente, au cours de l'orthostatisme, elle décrit les symptômes qu'elle a rapportés lors de sa consultation. Dès le retour en décubitus dorsal, tout revient dans l'ordre, aussi bien la tension artérielle que la fréquence cardiaque. Je pense qu'on a fait ici le diagnostic d'une hypertension orthostatique, donc, qui s'accompagne d'un déficit vagal, une hyperactivité alpha-sympathique périphérique, une hyperactivité alpha et bêta-sympathique centrale, et on est devant un cas d'hypertension orthostatique qui n'a pas été détecté par les tests habituels qui diagnostiquent l'hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle orthostatique? On retrouve beaucoup d'articles quand on cherche. Elle est définie par une augmentation de la pression artérielle, surtout systolique, de 20 mm de mercure lors du passage du décubitus dorsal à l'orthostatisme. Mais en novembre 2022, l'American Society Autonomic Society et la Japanese Society of Hypertension ont changé la définition, et ceci pour avoir une définition plus pragmatique pour encourager les essais cliniques et les études randomisées. Donc, ils parlent d'augmentation de la tension artérielle de au moins 20 mm de mercure de la position couchée à la position debout, mais indépendamment de la pression artérielle absolue en orthostatique. Donc, ça peut être quelqu'un qui a je ne sais pas, 110 en position couchée, et quand il se lève, il passe à 130. Pour eux, c'est de l'hypertension artérielle orthostatique. Mais l'autre forme, c'est une HTA orthostatique associée à une tension qui doit être obligatoirement au-delà de 140 mm de mercure, et tout cela dans un souci d'encourager à ce que les études soient un peu plus pragmatique, parce que dans les études c'est un peu brouillon, on ne sait pas de quoi on parle. La physiopathologie de l'hypertension artérielle orthostatique,
Chez le sujet sain en position debout, on observe une rétention de 500 ml à 1 litre de sang dans le secteur veineux, ce qui stimule la levée du frein vagal et l'activation sympathique avec augmentation de la fréquence cardiaque, diminution de la pression artérielle de 20 mm et une faible augmentation de la PAD. Mais certaines études suggèrent que dans l'HTA orthostatique résulte d'une augmentation excessive des résistances vasculaires en position debout qui font qu'au lieu que cette tension baisse, elle va augmenter. On a également constaté une augmentation du taux de norépinéphrine en orthostatisme chez les patients avec une HTA orthostatique, ce qui suggère encore une fois une hyperactivité sympathique en position debout. Les sujets avec hypertension orthostatique ont souvent un profil extrême d'hyper à la MAPA ainsi qu'un pic tensionnel matinal. L'épidémiologie montre que c'est un phénomène observé dans 5 à 30% des participants dans les enquêtes épidémiologiques et les études cliniques, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout rare. On a sélectionné quelques facteurs de risque comme l'âge, l'obésité, l'hypertension artérielle et le diabète. Et on a remarqué que c'était quelque chose qui pouvait précéder l'installation d'une HTA définitive, si on peut s'exprimer ainsi. Chez les sujets hypertendus, une élévation exagérée de la tension artérielle en position debout expose plus à des atteintes neurovasculaires et vasculaires. Donc c'est un facteur de risque supplémentaire pour les complications cardiovasculaires et neurovasculaires. Et l'HTA orthostatique, quand elle est identifiée, elle est associée à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et de la mortalité toutes causes confondues. On ne peut pas parler de l'hypertension artérielle orthostatique sans citer ce travail qui a été fait au Maroc par le docteur Saïd Ktani et qui a été présenté lors d'une journée nationale de l'hypertension artérielle à Fès. C'est un travail qui a été récompensé dans plusieurs congrès parce que dans son cabinet, le docteur Ktani a étudié l'hypertension orthostatique chez 1928 patients en leur faisant prendre la tension artérielle en décubitus dorsal puis pendant 3 minutes en position orthostatique. Alors il conclut que 75% des patients avaient une hypertension orthostatique. Ces patients étaient souvent âgés de plus de 60 ans, c'était surtout des diabétiques. Et il conclut que c'est quelque chose qui n'est pas rare, mais qu'il faut savoir rechercher. D'ailleurs, dans les recommandations de l'ESC, il est recommandé de prendre la tension artérielle en position debout pour chercher l'hypotension orthostatique. Il faudrait qu'on pense aussi à regarder s'il n'y a pas de l'hypertension orthostatique, surtout pendant les premières consultations, prolonger un peu l'orthostatisme jusqu'à 3 à 5 minutes et parfois on a des surprises. Alors comment diagnostiquer une HTA orthostatique? En prenant la tension, comme on a l'habitude de le prendre, au repos après 5 minutes, on mesure la tension artérielle et la fréquence cardiaque en décubitus dorsal, puis en orthostatisme, on mesure la tension artérielle et la fréquence cardiaque à 1 minute, 3 minutes et 5 minutes, au moins pour confirmer la persistance de l'hypertension artérielle. Chez les patients qui ne peuvent pas se mettre debout, on peut mesurer la tension et la fréquence cardiaque en position assise puis debout ou faire un tilt test. Et ici, je voudrais ajouter que l'exploration du système nerveux autonome peut être un outil très intéressant pour faire ce diagnostic. Quel traitement pour l'HTA orthostatique? Malheureusement, il n'y a pas d'évidence qu'il faille traiter une HTA orthostatique isolée chez les patients normotendus. Les essais cliniques sur l'HTA n'ont pas étudié les sous-groupes avec HTA orthostatique. Il n'y a pas de preuve que les patients avec HTA orthostatique doivent bénéficier d'une classe thérapeutique particulière. Et pourtant, est-ce qu'on va laisser nos patients sans traitement? Ma patiente, elle est jeune, elle est enseignante, ça veut dire qu'elle reste debout 2 heures, 3 heures pour enseigner et elle est très gênée par ses symptômes. Je pense qu'on peut faire des petites
des petits écarts et se baser sur la physiopathologie de l'HTA orthostatique pour suggérer quelques traitements spécifiques à ce type de patient. En premier lieu, on propose le Gardénal, le phénobarbital à petite dose, qui a des qualités antisympathiques alpha centrale et périphérique. On peut donner le Gardénal à 10 ou 20 mg pour diminuer l'activité sympathique. Et le Gardénal a fait l'objet d'un dépôt de brevet par Mme Benjeloun et son équipe pour qu'il y ait un consensus d'experts dans la prescription de ce produit. Il y a aussi les bêta-bloqueurs par leur activité anti-adrénergique et qui peuvent être utiles dans ce genre d'hypertension artérielle et qui peuvent au moins soulager les patients et ramener à la normale cet HTA orthostatique. Voilà, je passe à mon deuxième cas clinique. C'est une patiente de 65 ans qui n'a pas d'antécédent pathologique particulier et qui a comme seul facteur de risque cardiovasculaire une surcharge pondérale avec un IMC à 30. Elle m'a été adressée par un collègue neurochirurgien pour bilan étiologique d'un AVC ischémique. Son examen cardiovasculaire était sans anomalie, avec une tension artérielle tout à fait normale, un ECG en rythme régulier sinusal, échocardio et échodoppler des troncs supraortiques sans anomalie. On fait un holter tensionnel dans le cadre du bilan étiologique et on tombe sur une HTA nocturne. La charge tensionnelle nocturne est élevée alors que la diurne elle est tout à fait normale. Une polysomnographie a été faite qui a conclu un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. La patiente est sous pression continue positive depuis, avec comme traitement médical une amlodipine, parce que l'amlodipine est aussi un antisympathique central, comme ça a été publié dans un article de Mme Benjeloun. 6 mois plus tard, on a fait un holter tensionnel par curiosité et on remarque que sa tension artérielle nocturne s'est normalisée, certainement grâce à la PCP, mais aussi grâce à l'amlodipine et là maintenant un aspect d'hyper. Alors ça, c'est ma deuxième hypertension dysautonomique, c'est l'hypertension artérielle nocturne. Sa définition, c'est une tension artérielle nocturne supérieure à 120 mm de mercure de systolique et ou 70 mm de diastolique sur la MAPA. Elle peut être isolée ou accompagner une HTA diurne. Physiologiquement, la tension artérielle doit baisser de 10 à 20% par rapport à la tension artérielle diurne et on individualise 4 profils que vous connaissez, que les cardiologues connaissent. L'inverse d'Ipine ou Reiser avec une tension nocturne qui est supérieure à la tension artérielle diurne, le non d'Ipine avec une baisse de la tension nocturne inférieure à 10%, le normal d'Ipine avec une baisse de la tension nocturne de 10 à 20%, et l'extrême d'Ipine avec une baisse de la tension nocturne supérieure à 20%. Son épidémiologie trouve jusqu'à 50% des patients hypertendus ont une HTA nocturne. Ce phénomène est associé à un risque accru d'insuffisance rénale, de diabète et d'atteinte des organes cibles. Les sujets de peau noire et les asiatiques sont plus concernés. Les facteurs environnementaux favoriseraient l'HTA nocturne, à savoir les heures de sommeil, l'humidité, la nicturie, le syndrome d'apnée du sommeil, l'obésité, l'alimentation salée, la dysautonomie et la neuropathie diabétique. L'HTA nocturne est un facteur de risque cardiovasculaire, pourvoyeur d'événements cardiovasculaires, neurovasculaires et d'une mortalité cardiovasculaire. Et on retrouve également un risque accru de démence et de maladie d'Alzheimer. Son traitement, comme pour l'HTA orthostatique, il n'y a aucune évidence clinique de la supériorité d'un traitement par rapport à un autre dans l'HTA nocturne. On serait tenté de prescrire un traitement la nuit. Quelques études, dont la plus célèbre HOPE, avaient suggéré l'administration du ramipril la nuit, mais le concept de chronothérapie vient d'être renversé en 2024 par l'étude BEDMED et BEDMED-Frail qui a été publiée en 2024, étudié 3350 patients avec un suivi médian de 4 ans et demi, et en conclusion,
l'absence d'impact du moment de la prise du médicament antihypertenseur sur le pronostic cardiovasculaire. Donc le traitement antihypertenseur, le prendre ou le matin ou le soir, ça n'a vraiment pas d'importance. Il recommande de le prendre au moment où on pense qu'on ne va pas l'oublier. Et par exemple, ne pas prendre les diurétiques la nuit, par exemple, pour ne pas être embêté par la nicturie. En conclusion, l'hypertension d'origine dysautonomique existe bel et bien. Nous la croisons tous au cours de nos consultations, mais nous devons apprendre à la chercher. Les dernières recommandations de l'ESC insistent sur la prise de la tension artérielle en position debout pour identifier une hypotension orthostatique. Nous devons le faire aussi pour rechercher une hypertension artérielle orthostatique et compléter auquel cas par une exploration du système nerveux autonome. L'HTA nocturne peut être suspectée en amont de ces complications par une anamnèse poussée, une exploration du système nerveux autonome, puis confirmée par une MAPA. Et l'exploration du système nerveux autonome est un outil diagnostique simple qui vient étayer le diagnostic de certaines formes d'HTA et qui nous donne une orientation dans le choix du meilleur traitement présumé en l'absence de recommandations. Et pour terminer, je voudrais vous encourager tous à vous inscrire au DU du SNA pour l'année 2025. Les inscriptions sont toujours ouvertes et c'est vraiment très très passionnant. Merci.